Pleurer de joie, rager quand tu gagnes, avoir envie de serrer à la mort un gamin qui est si mignon. C'est plein de comportements bizarres qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi on peut avoir ce genre de réaction étrange dans certaines situations. Et on va commencer par la base des émotions. Les émotions, c'est des réactions de ton organisme à un stimuli externe, comme un lion qui arrive ou ton amoureux qui t'invite à McDo. Ou un stimuli interne, comme la pensée que t'es nul ou le fait de te projeter dans une fête géniale. Les émotions, elles ont plusieurs dimensions. Une dimension affective, qui est ton ressenti, et une dimension expressive. C'est-à-dire qu'une émotion n'est pas qu'un ressenti, mais elle est aussi reliée à une expression de ce ressenti. Par exemple, la tristesse est reliée aux pleurs. La colère et la peur entraînent souvent une accélération cardiaque. La joie s'exprime souvent par le sourire ou par le rire. Et les émotions, elles ont plusieurs fonctions. L'une des premières, c'est une fonction d'information. C'est l'émotion qui te signifie si quelque chose t'arrive de négatif ou pas. La peur, le stress en général te signifie qu'un danger peut arriver et que tu dois te préparer. On voit un lien fort entre l'information que véhicule l'émotion et son expression. Par exemple, la peur signifie un danger, donc tu te mets à suer, à accélérer ton rythme cardiaque pour pouvoir fuir ou te battre plus efficacement. Quand tu es triste, ton corps te signifie que tu as perdu quelque chose, que tu es potentiellement dans la merde, que tu peux rien. Donc les pleurs vont permettre d'attirer l'empathie et l'attention, permettant aux gens de venir t'aider. Et donc, comme l'exemple que je viens de te donner, les émotions et leur expression ont des fonctions de communication et d'adaptation interpersonnelle. Interpersonnelle, c'est-à-dire entre les gens. Comme les pleurs vont attirer de l'aide, ou la colère va permettre de soumettre la personne qui ne va pas dans ton sens. Évidemment, il y a des gens qui font des thèses entières et passent leur vie à comprendre les émotions, donc je t'en propose une vision un peu simpliste. Si un jour j'ai pas la flemme, je ferai une grosse vidéo dessus. Et donc, dans tous les exemples que je t'ai donnés, ce sont des exemples d'émotions monomorphes, c'est-à-dire que l'émotion et son expression ont un lien direct, compréhensible et fréquent dans la vie des gens. On les oppose aux émotions dimorphes, dont l'expression n'est pas celle que l'on attend habituellement. Et alors, les fonctions des émotions dont je t'ai parlé deviennent alors complètement à la ramasse. Si on est joyeux, pourquoi pleurer alors qu'on n'a pas besoin d'aide ? Pourquoi se détendre avec un rire quand on devrait fuir quand on a peur ? Pourquoi rager quand t'as marqué un but alors que tu devrais plutôt partager ta joie avec tes potes ? Pourquoi avoir envie de serrer à la mort ton enfant alors que sa mignonitude te provoque le sentiment de vouloir t'en occuper ? Eh bien, il y a plusieurs théories, je vais t'en exposer 3. Je vais commencer par les plus simples et on finira par celle qui va changer complètement ta façon de voir tes émotions. Donc, théorie 1. Vu que les émotions dimorphes n'apparaissent que dans des contextes de très fortes émotions, des chercheurs ont postulé que leur intérêt était de réguler cette émotion. Ils ont par exemple fait une expérience sur les gens qui sentaient leur agressivité monter devant des images toutes kawaii. Ce qui précède la montée de l'agressivité est le sentiment d'être submergé par l'émotion. Tu aurais donc une émotion forte qui monte, ton cerveau commence à être dépassé et ne sait plus comment la gérer, il ordonne alors d'avoir une expression contraire afin de réguler le flot d'émotions. Cette théorie expliquerait pourquoi les émotions dimorphes sont souvent associées à des émotions fortes, et elle expliquerait aussi pourquoi on a tendance à voir plus souvent les gens pleurer de joie que les gens éclater de rire de tristesse. Ce serait que comme on apprend à gérer nos émotions négatives au cours de notre vie comme elles nous font plus chier, les émotions positives, on n'aurait aucun intérêt à les gérer, donc pas d'entraînement, donc on est dépassé plus facilement par les émotions positives et cela fait plus d'émotions dimorphes lors des émotions positives. Deuxième théorie. La deuxième théorie, c'est que les émotions dimorphes, elles existeraient car des fois, l'émotion que l'on ressent n'est pas adaptée au contexte social dans lequel on se trouve. Et là, je vais te parler de capitalisation. La capitalisation, en termes psychologiques et émotionnels, c'est la réaction des autres à ton expression des émotions. Globalement, on remarque que lorsqu'on exprime de la joie par un sourire, la réaction des autres va être de mettre en place des comportements pour augmenter notre joie et la maintenir dans le temps. Et quand tu exprimes une émotion négative, les gens vont s'adapter plutôt en essayant de te calmer par de l'empathie ou de l'aide. Et donc les émotions dimorphes apparaîtraient quand tu ressens une émotion, mais que tu voudrais obtenir des autres l'effet inverse que d'habitude. Par exemple, t'as gagné une compète, t'es hyper joyeux, ce qui va normalement
amener les gens à aller dans ton sens et être joyeux avec toi. Sauf que dans le tas, t'as tes adversaires qui l'ont mauvaise et qui peuvent alors être mauvais avec toi. Pleurer de joie leur permet alors de dire aux gens qu'il faut t'aider et avoir de l'empathie envers toi, ce qui va limiter les chances de te faire attaquer. Exemple avec le rire quand t'es triste. Normalement, tu vas chercher de l'aide en pleurant. Mais si t'es dans une famille maltraitante, alors apprendre à rire quand ça va pas permet de mieux survivre et de ne pas montrer tes faiblesses que les autres vont utiliser. Comme certains patients maltraités ou quand je leur dis un truc horrible sur eux, se mettent en état tout joyeux, ce qui n'est pas très bon signe sur ce qu'ils ont vécu et l'aide qu'ils ont eue. Et enfin, dernière théorie. Cette théorie dit que la classification qu'on a des émotions doit être revue pour comprendre les émotions dimorphes. En gros, en psychologie, on différencie souvent deux processus. Le processus d'appétence, qu'on résume par l'attitude « je veux y aller, on se bouge, on fait quelque chose », et le processus donc consommation, que l'on résume par l'attitude « on se pose, on attend ». Ces dimensions sont par exemple pas mal utilisées pour comprendre notre rapport au plaisir, qui a deux facettes, la recherche du plaisir et l'appréciation de celui-ci. D'où le nom appétence et consommation, qu'il faudrait changer parce que c'est quand même pas très adapté à la théorie dont je vais te parler, mais bon. Et des recherches proposent que ces facettes ne se limitent pas à la compréhension du plaisir, mais qu'on peut l'utiliser pour expliquer les émotions dimorphes. Question pour te réveiller. Imagine, une personne gagne le premier set contre Nadal à Roland-Garros. Deuxième situation, une personne est sur le podium et vient de gagner Roland-Garros. Dans quelle situation la personne a plus de chances de pleurer de joie? Et dans quelle situation la personne a le plus de chances de crier de rage, malgré sa joie? Autre exemple, une personne crève de peur parce qu'il y a une bombe qui vient d'exploser. Une personne crève de peur parce qu'elle regarde un film avec ses potes. Laquelle risque d'éclater de rire en ayant très peur, et laquelle risque de se barrer en courant et en restant hyper vigilant pendant un mois. Et c'est là qu'on remarque que c'est que la plupart d'entre vous vont répondre correctement aux questions que j'ai posées. Que les émotions, qu'elles soient monomorphes ou dimorphes, on comprend bien dans quelle situation elles se produisent et peu de gens les trouvent incohérentes. Donc normalement, la personne va plus pleurer de joie sur le podium que pendant le match, ou des fois tu auras l'impression qu'elle va te défoncer parce qu'elle a marqué un point, et normalement, tu vas plus éclater de rire avec tes potes devant Hereditary que si une bombe explose. Et tout nous semble cohérent dès que tu analyses avec les concepts d'appétence et de consommation. Il y aurait donc deux états émotionnels différents. Un état d'appétence où notre organisme nous dit de bouger, d'agir, et un état de consommation où notre organisme nous dit de rester sur place, de ne pas bouger et d'attendre. Et on pourrait classer les émotions et leurs expressions en fonction de cette différence. Par exemple, l'agressivité serait du côté de l'appétence, parce que cela te pousse à agir, à tout défoncer. La peur et la fuite aussi, parce que ça te pousse à combattre ou fuir le danger. Les pleurs seraient du côté de la consommation, car cela te correspond à un état d'immobilité en attendant l'aide. La joie et le souvenir aussi sera un état de consommation. Et donc, si on prend en compte cette différence, les émotions dimorphes, elles prennent tout leur sens. Le mec qui a gagné le set, il devrait être hyper joyeux, mais il va rager car il est dans un état d'appétence et donc se maintient dedans, alors que sur le podium, il profite du moment et donc est en état de consommation et donc a une attitude plus de consommation telle que les pleurs. Et s'il était en rage sur le podium, cela voudrait dire qu'il est toujours en état d'appétence parce que par exemple le match a été trop facile et il en veut encore, ou alors il se projette déjà dans la prochaine compète parce qu'il est chaud et qu'il veut enchaîner. Et donc la rage est ici logique. Quand tu couches ton gamin et que tu as envie de le serrer tellement fort qu'il pourrait en mourir, c'est parce que potentiellement tu es dans un état d'appétence, que tu aurais envie de le câliner, de jouer avec lui toute la nuit. Alors quand tu lui fais un câlin en ayant envie de dormir calmement près de lui, t'es plus dans un état de consommation et de joie. Pareil pour le mec trop beau que t'as envie de frapper. Peut-être que t'es surtout en état d'appétence fort, que tu veux plus tout de suite. Quand t'éclates de rire devant le film d'horreur, c'est que t'es en état de consommation, parce que tu sais que tu es pas en danger. Et donc, tu es en état d'appréciation du moment et pas de bouger ton cul. Alors que face à une menace réelle, tu vas être en état d'appétence pour ta sécurité. À partir de ce moment, où tu analyses une émotion en te demandant si la personne est activée en mode « j'en veux plus » ou en mode « je bloque le temps », eh bien les émotions dimorphes, elles deviennent hyper compréhensibles. Et donc finalement, leurs expressions est en fait complètement congruente avec une dimension de l'émotion dont on parle pas beaucoup, c'est la dimension appétence et consommation.
Tu remarqueras à quel point cette dissociation entre les états émotionnels d'appétence et de consommation deviennent importantes dans la recherche, car je t'en ai déjà parlé de manière indirecte dans la vidéo sur ta personnalité et les gens qui étaient traumatisés. Voilà, grâce à ça, tu vas comprendre un peu mieux tout ça, et tu vas pouvoir aussi analyser tes émotions et tes réactions, et pour voir si tu es dans le bon mode au bon moment, parce que ça fout la merde quand tu dois bouger et que tu bouges pas, comme dans la dépression, et que ça fout la merde quand tu devrais apprécier le moment et que tu le fais pas, par exemple dans les addictions et les compulsions alimentaires, et dans les gens qui décident de ne pas respecter le consentement de leur partenaire sexuel. Bonne journée!